24 octobre 1976. Sur le plateau de TF1, deux hommes que tout opposait se retrouvent face à face. D'un côté, le général Bijard, ancien officier de l'armée française. De l'autre, le commandant Hasdin, figure emblématique de la guerre d'Algérie. Devant les caméras, ils reviennent ensemble sur cette guerre qui les a longtemps séparés. L'échange est calme, respectueux, presque fraternel. Deux anciens adversaires qui, 16 ans après l'indépendance, se parlent enfin sans haine, sans rancune. Mais soudain, le journaliste François Gault pose une question au commandant Hasdin. Une simple question, mais qui va réveiller des souvenirs que beaucoup auraient préféré oublier. Une dernière question, que pensez-vous de la visite des chefs de la Wilaya 4 chez le général de Gaulle, quand elle a eu lieu? Ça a été une trahison pure et simple, ça a été un affaiblissement de certains chefs de la Wilaya 4 dont je connais et que j'aimais beaucoup, et ils ont faibli. Et je pourrais dire même, si l'affaiblissement a atteint ces gens-là, c'est parce qu'il y a eu aussi trahison de l'extérieur qui n'avait pas rempli sa mission vis-à-vis de l'intérieur. Et voilà, ils ont faibli. Ces mots pèsent lourd. Mais de quoi parle exactement Hasdin? Qu'est-ce que cette affaire des chefs de la Wilaya 4 qui ont rencontré De Gaulle? Quels hommes ont failli à leur devoir? Et pourquoi? Pour comprendre, il faut revenir à l'été 1960, au cœur d'une guerre d'Algérie secouée par les purges, les rivalités internes et l'absence de soutien concret des dirigeants en exil. L'affaire Si Salah. En 1958, la guerre d'Algérie bat son plein. Depuis 4 ans, les troupes françaises multiplient les offensives contre les indépendantistes algériens, sous la bannière du FLN, le Front de Libération Nationale, décidé à arracher l'indépendance par les armes. Depuis quelques mois, Charles de Gaulle, porté par les partisans de l'Algérie française, est revenu au pouvoir. Il promet de rétablir l'ordre et de clore définitivement la question algérienne. Pour mener cette mission, il s'entoure de généraux réputés pour leur efficacité, parmi lesquels Maurice Chasles. Le 12 décembre 1958, le général Chasles prend la tête des opérations militaires en Algérie. Sa mission est simple, écraser les maquis, et sa cible principale, c'est la Wilaya 4, la région d'Algérois, considérée comme l'un des foyers les plus actifs de la rébellion. La Wilaya, ce mot signifie simplement région, mais pour le FLN, il a pris une toute autre dimension. Depuis 1956, lors du congrès de la Soumam, le mouvement indépendantiste a découpé l'Algérie en 6 grandes zones militaires, chacune dirigée par un chef de guerre. Les Aurès sont devenus la Wilaya 1, le Nord constantinois la Wilaya 2, la Kabylie la Wilaya 3, l'Algérois la Wilaya 4, l'Oranie la Wilaya 5 et le Sahara la Wilaya 6. Chaque Wilaya a son colonel, ses officiers et ses combattants. Ensemble, ils forment l'ALN, Armée de Libération Nationale, le bras armé du FLN. Mais en 1958, la Wilaya 4 est à genoux. Le général Chasles a lancé sa grande offensive, l'opération Courroie, une campagne d'anéantissement. Les villages sont encerclés, les forêts bombardées, les pistes quadrillées. L'armée française déploie un arsenal colossal, appuyé par les blindés, l'aviation et le napalm. Ce produit incendiaire, pourtant interdit par les conventions de Genève et ratifié par la France, ravage les montagnes et brûle tout sur son passage. Sur le terrain, c'est une guerre totale. Les villages suspects sont rasés, les habitants déplacés de force, les prisonniers torturés, exécutés. Dans la Wilaya 4, les combattants sont traqués sans répit. En quelques mois, près de la moitié des effectifs disparaissent. Les maquisards manquent de vivres, d'armes, de sommeil et surtout d'espoir. Le FLN, déjà chassé des grandes villes depuis la bataille d'Alger, subit alors un véritable désastre. Le quadrillage systématique du terrain coupe les maquisards de la population.
La Wilaya 4, dont les forces ont déjà été entamées par les opérations engagées par le général Massu en novembre 1958, opération Couronne 1, puis le mois suivant, Couronne 2, sort considérablement affaibli de l'opération Kouroua. Certains de ces bataillons, dit Ketiba en arabe, sont anéantis. Les autres sont contraints de se disperser et elle perd au total 40% de ses effectifs. 2400 maquisards sont mis hors de combat, dont de nombreux officiers, parmi lesquels le chef de la wilaya, le colonel Mohamed Bouguera, tué le 5 mai 1959. Le plan Chal, militairement, est un succès, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, car sur le plan moral et politique, il va vite se retourner contre Paris. Les bombardements au napalm, les exactions, les villages rasés, tout cela devient une aubaine pour les dirigeants du FLN en exil. Depuis Tunis, les dirigeants de la révolution désormais regroupés au sein du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, créé en septembre 1958, se présentent comme les représentants légitimes du peuple algérien. Le gouvernement en exil mène la bataille diplomatique et dénonce jour après jour la barbarie coloniale. Grâce à lui, la cause algérienne gagne en crédibilité sur la scène internationale. Mais sur le terrain, personne ne pense à la diplomatie ni à la propagande. La réalité, c'est que les maquis s'épuisent. Les hommes ne se battent plus pour un idéal, mais simplement pour survivre. Et peu à peu, la rancune monte. Dans les maquis, beaucoup accusent les dirigeants de Tunis de les avoir abandonnés, de ne plus envoyer ni armes, ni ravitaillement. La fracture entre l'intérieur et l'extérieur devient de plus en plus visible, et elle annonce déjà les divisions à venir. C'est dans ce climat de fatigue et de désillusion qu'émerge une figure, Mohamed Zamoun, connu sous le nom de guerre, Si Salah. Né à Ain Taya, près d'Alger, Si Salah a d'abord mené une vie ordinaire en tant que secrétaire de mairie à Iril Imoula, mais il bascule dans la clandestinité en 1953, lorsqu'il détourne des fonds et falsifie des documents administratifs au profit des militants nationalistes qui préparent la future insurrection. Arrêté par les renseignements généraux, il subit une torture indescriptible pendant 22 jours, avant d'être libéré début 1954. Quelques mois plus tard, Si Salah rejoint Belkacem, l'un des fondateurs du FLN, et prend part au déclenchement de la guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954. Très vite, il devient une cible pour la police française, et il est condamné à mort par contumace. Si Salah est célébré par la direction du FLN comme le prototype du maquisard, courageux, sensible, pondéré, grand et mince. Les promotions ne se font pas attendre. En 1956, il obtient le grade de capitaine. En 1957, c'est le grade de commandant. Puis l'année suivante, en mai 1958, il succède au colonel Bouguera à la direction de la Wilaya 4. Dès sa nomination, il se rend à Tunis pour faire parvenir armes et munitions aux maquis. Mais il revient écœuré des intrigues de salon et de la lutte pour le trône présidentiel qui mine le GPRA. Là-bas, à Tunis, certains semblent plus préoccupés par les querelles politiques que par le sort des combattants. Cependant, Si Salah a d'autres chats à fouetter. Entre avril et juin 1959, la Wilaya 4 est frappée par la bleuite, une vaste opération d'intoxication et d'infiltration menée par l'armée française via son service de renseignement, le SDECE. L'idée était de dresser des listes de prétendus collaborateurs algériens au service de l'armée française et de les transmettre au chef de l'ALN, semant ainsi la suspicion et provoquant des purges internes. Plongée tête la première dans ce chaos, la Wilaya 4 subit de plein fouet la bleuite. 489 officiers de l'ALN y sont exécutés, la purge étant orchestrée par son adjoint, le commandant Djilali Bounama, alias Si Mohamed. Originaire de Borj Bounama, Si Mohamed avait fait la Seconde Guerre mondiale dans les tirailleurs algériens. Organisateur né, robuste, brutal et sans compromis, il impose l'ordre avec une autorité quasi seigneuriale. Parmi les protagonistes de la Wilaya 4, le commandant Lahtar Bouchema se distingue. Originaire de Cherchel, plus calme et réservé que ses collègues, il est l'intellectuel du comité de Wilaya. Admiré de ses hommes, il a été l'enfant chéri du colonel Bouguera. C'est un vrai politique, musulman et anticommuniste,
convaincu que le GPRA est infiltré par des communistes. Autre intellectuel, le capitaine Halim, ancien élève de la prestigieuse école de la Zitouna, originaire de Sidi Aïssa, dans le sud algérois. Il devient capitaine sans gravir la hiérarchie. Ses capacités parlent pour lui. Enfin, le capitaine Abdelatif, dynamique et charismatique, chef hors pair et très aimé de ses hommes, vient du fameux commando Ali Khoja, un des meilleurs commandos ALN de la Wilaya 4 et véritable terreur de l'armée française, qui fut l'un des rares commandos à être encore debout malgré le plan Chal. En janvier 1960, un conseil historique de la Wilaya 4 se tient dans la montagne de Montgorno, présidé par Si Salah. Le constat est amer. Le peuple a trop souffert. Il est en voie de nous abandonner. Marqué par la perte de ses hommes et la brutalité du plan Chal, Si Salah reste plongé dans une profonde colère. Convaincu que la guerre est vouée à l'échec sans aide militaire venue de l'extérieur, il ne cache plus devant ses hommes son amertume vis-à-vis du GPRA, qui l'accuse d'abandonner les maquis. Ainsi, le discours du général de Gaulle prononcé le 16 septembre 1959 vient bouleverser les esprits. Le président français y évoque pour la première fois le principe d'autodétermination, c'est-à-dire la possibilité pour les Algériens de choisir leur destin, la sécession, la francisation complète, ou la constitution d'une Algérie gouvernée par les Algériens, mais en union étroite avec la France. Ces paroles résonnent profondément dans les maquis. Fatigués par une guerre interminable, les combattants comme les civils commencent à douter du sens de leur lutte. Un an plus tôt déjà, l'offre de la paix des braves, annoncée à la télévision le 23 octobre 1958, proposait une reddition honorable aux insurgés. Ceux qui déposeraient les armes pourraient rentrer chez eux sans humiliation. Je dis, sans embarras, que pour la plupart d'entre eux, les hommes de l'insurrection ont combattu courageusement. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. Pour Si Salah, cette main tendue devient une lueur d'espoir. Amer envers le GPRA et convaincu que l'honneur des combattants peut encore être sauvé. À l'insu du FLN, il décide d'agir. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, dans les premiers jours de janvier 1960. Les services d'écoute radio du capitaine E, chargé des renseignements concernant la Wilaya 4, avaient intercepté une série de messages échangés par Si Salah et l'état-major général de l'ALN basé à Oujda, au Maroc, sous le commandement du colonel Boumedienne. Ils étaient singulièrement instructifs. Eux savaient que le plan Chal avait fait la vie dure aux survivants de la Wilaya, mais ils ne pensaient pas que le moral fût tombé aussi bas. Dans son message, Si Salah exprimait en termes d'une rare violence le désarroi, le désespoir et la fureur de ses hommes. Le recrutement local était devenu impossible, et ni les armes, ni les munitions, ni les renforts promis par l'extérieur n'arrivaient jusqu'au cœur de l'Algérie. En fait, Si Salah engueulait littéralement son chef d'état-major. Vous ne foutez rien. Vous vous prélassez à l'extérieur. Mais méfiez-vous. Les maquis sont lassés et écœurés. De Gaulle propose la paix des braves, l'égalité complète pour tous. Nous, c'est ce que nous demandons, l'égalité. C'est le but auquel depuis toujours nous aspirons. Si vous ne fournissez pas les moyens de faire la guerre, nous acceptons cette proposition. On ne peut rien demander d'autre. L'état-major semblait suffoqué. Croyant à une manœuvre d'intoxication des services français, il avait demandé la répétition du message accompagné de codes d'identification prouvant l'authenticité de l'origine. Si Salah avait donné toutes les précisions voulues et avait envoyé un deuxième message encore plus virulent. Parallèlement, en mars 1960, un rapport du commandant Lardar sur la Wilaya 4 stigmatisait l'état du prestigieux gouvernement provisoire. Un ramassis d'aventuriers, d'ambitieux ignares qui profitent de notre combat, prêts à l'assassinat, à l'enlèvement, à la corruption, au chantage, pour se fabriquer une personnalité.
les vieux griefs contre Boumedienne ressurgissent, concernant un contingent de 17 000 armes promises à la Wilaya 4, mais accaparées par la Wilaya 5 et l'armée des frontières. Depuis 1957, le FLN avait mis en place l'armée des frontières, composée de milliers de combattants stationnés le long des frontières algéro-marocaines et algéro-tunisiennes. Leur mission, acheminer armes, munitions et renforts vers les Kétibas de l'intérieur, et de mener des actions militaires sur les frontières pour soulager les wilayas assiégés. Mais dès 1958, l'armée française a dressé d'immenses barrières, le barrage Maurice à l'est et le barrage Chal à l'ouest. Ces lignes électrifiées ont rendu la traversée et l'approvisionnement presque impossibles. Et résultat, la Wilaya 4 se sent affamée d'armes. Ses complices du GPRA, à commencer par Belkacem, n'étaient pas mieux arrangés. Ils étaient traités de monstres criminels, encloisonnés dans les salons de Tunis, sans goûter le maquis et incapables de garantir aux Algériens autre chose qu'une liberté illusoire. Dans ses lettres, Salah et ses compagnons ne cachaient pas leur amertume. L'armée française a fait moins de mal à l'ALN que les traîtres de l'extérieur. Ces individus méritent la mort et l'indignité. Pour le moment, le peuple algérien martyr lutte seul contre la plus grande puissance coloniale. Nous ne voulons plus que notre million de martyrs serve de slogan publicitaire. Face à la trahison interne et externe, il ne nous est plus permis de laisser mourir un Algérien de plus. Ces mots reflétaient parfaitement l'ambiance des maquis en 1960. Désillusion, colère et volonté de prendre leur destin en main. Dans ce contexte, l'espoir placé en De Gaulle, perçu comme un homme d'honneur capable de mettre fin au calvaire des maquisards grâce à la paix des braves, explique en grande partie les démarches du chef de la Wilaya 4. À cela s'ajoutait la perspective d'une Algérie réellement algérienne, coopérant avec la France. L'entreprise de Salah et de ses compagnons n'était donc pas seulement militaire. Elle était aussi profondément politique. Elle s'apparentait à une voie progressive, comme Bourguiba, le leader tunisien qui avait obtenu l'indépendance de la Tunisie en 1956, grâce à une coopération avec la France. Mais une option que les blocages des partisans de l'Algérie française et le choix du tout militaire imposé par le FLN interdisaient jusque-là. À la mi-janvier 1960, dans la montagne de Montgorno, les officiers de la Wilaya 4 se réunissent pour donner forme à leur projet. On y retrouve les commandants Salah et Lardar, ainsi que les capitaines Abdelatif et Halim. Mais, étrangement, le commandant Si Mohamed est absent, et cette absence aura ses conséquences. Plusieurs options sont posées sur la table. La première est radicale. Renverser le GPRA et former un nouveau commandement à l'intérieur du pays. Mais l'idée est vite abandonnée, car ils avaient peur de ne pas être suivis par les autres wilayas, où existaient de nombreux hommes fidèles à ce gouvernement provisoire, et risquaient de s'y faire égorger s'ils s'y aventuraient avec leurs propositions de coup d'État. Ils finissent par se rabattre sur un nouveau plan, plus réaliste à leurs yeux. Entamer une négociation directe avec la France, sans en référer au GPRA. Pour certains, comme Salah, cette démarche devait avant tout servir de moyen de pression sur les dirigeants de Tunis, ouvrir la voie à des discussions avec Paris pour pousser les GPRA à se réveiller, à agir, à enfin négocier. Mais pour Lardar, Abdelhatif et Halim, l'idée allait bien plus loin. Il s'agissait d'aller jusqu'à signer la paix directement avec la France, sans se soucier du GPRA, et à envisager une future Algérie indépendante, mais étroitement liée à Paris, comme le souhaitait De Gaulle. Salah, lui, traîne des pieds, mais ses compagnons sont déterminés. Ils auraient même songé à neutraliser leur chef s'ils refusaient de les suivre. La tension devient insupportable. Finalement, Salah cède. La décision était donc prise. Ils établiront eux-mêmes des contacts avec le gouvernement français dans le but d'engager, de leur propre initiative, de véritables pourparlers de paix. Des contacts
contacts secrets furent établis à la mi-février par Si Salah, chez le Bachar Aboualem, vice-président de l'Assemblée nationale et symbole des rares musulmans favorables à la France, avec le colonel Fournier-Foch. Rien de concret n'en sort, mais ces premiers échanges ouvraient la voie à d'autres discussions. Peu après, par l'intermédiaire du cadi de Médéa, Abdelkader Méziri, le procureur général d'Alger Schmelk fut mis au courant. Il alerte alors le ministre de la Justice, Edmond Michelet, qui juge la piste sérieuse. Après cette phase de prise de contact, destinée à sonder les intentions de chacun, les commandants Si Salah, Lartar et le capitaine Abdelatif rencontrent à 4 reprises, dans le plus grand secret, Bernard Tricot, l'émissaire d'Edmond Michelet. La première entrevue a lieu le 28 mars, à la préfecture de Médéa. Les officiers algériens confirment leur intention de parvenir à un cessez-le-feu. Les 8 semaines suivantes, les dirigeants algériens s'emploient à convaincre leurs homologues des autres wilayas de l'opportunité de mettre un terme au combat pour s'acheminer dans le cadre de cette « paix des braves » vers l'autodétermination de l'Algérie. Le chef de la wilaya 3, Mohandoul Hadj, paraît disposé à emboîter le pas de Si Salah. Mais prudent, il attend de voir comment la situation évolue avant de s'engager. Le 31 mai et le 2 juin, cette fois au domicile du cadi de Médéa, 2 nouvelles réunions avec les représentants algériens et Tricot aboutissent à un plan pour la paix des braves autour de 4 points principaux. Les combattants déposeront leurs armes dans les gendarmeries pour gardiennage, selon une formule destinée à sauver leur honneur. Ils seraient libres de regagner leur village ou de s'engager dans des chantiers de travaux publics. Les prisonniers seraient progressivement libérés avant une amnistie générale. Enfin, un cessez-le-feu serait proclamé, applicable à la seule wilaya 4. Pendant qu'avait lieu cet entretien secret, la wilaya se remettait difficilement du choc de l'offensive Chal. L'effet sur le moral des troupes et de leur chef avait été funeste. Le désarroi s'était installé, quand ce n'était pas le désespoir. Fin mai, la wilaya 4 avait fortement ralenti les opérations de guérilla. Ainsi, pour pousser leurs interlocuteurs à s'engager irrévocablement et pour faciliter leur démarche auprès des autres wilayas, surtout la 3, Kabylie, et la 6, Sahara, les négociateurs français décident, avec son accord, de leur faire rencontrer De Gaulle en personne. Le 9 juin 1960, Si Salah et ses adjoints, le commandant Lartar et le commandant Si Mohamed, décollent pour Paris. Si Mohamed, qui ignorait tout de la manœuvre, est convoqué la veille du départ par Si Salah lui-même. Pour vaincre ses hésitations, ce dernier lui explique que la présence du chef de wilaya et de ses 2 commandants est une condition exigée par la partie française. En réalité, Si Salah choisit d'emmener Si Mohamed car le grade du commandant donnait plus de poids à la délégation. Il voulait présenter aux Français une mission à la fois crédible et représentative de la wilaya 4. Le lendemain, 10 juin 1960, à l'Élysée, sous les lustres dorés, les 3 officiers de la wilaya 4 sont conduits jusqu'au bureau du général de Gaulle. L'entrevue se passe dans une atmosphère courtoise. Le chef de l'État se lève, les salue avec politesse, puis les invite à s'asseoir. Les visiteurs expliquent leur affaire. Ils le font brièvement, et bien. En général, nous voulons la paix, mais une paix honorable, sans humiliation. Nous ne voulons pas apparaître comme des faux frères. De Gaulle hoche la tête, sans rien dire. Son regard passe lentement de l'un à l'autre. Alors, Lartar se penche légèrement en avant. Sa voix se fait plus vive. Nos hommes sont épuisés. La guerre ne peut pas durer éternellement. Nous sommes prêts à coopérer avec la France, à créer même un parti nationaliste modéré, mais qui serve les intérêts de tous les Algériens. De Gaulle l'écoute, impassible, les mains croisées sur la table. À côté, Si Mohamed reste silencieux. Il observe. Selon plusieurs témoins, il n'interviendra qu'à de rares moments, comme si tout, dans cette pièce, devait se jouer sans lui. Lartar poursuit son pourparler. Je me rends bien compte qu'on ne pourra pas entraîner d'un seul coup toute la LN dans le processus. Mais on voudrait au moins que le cessez-le-feu partiel soit aussi large que possible. À cette fin, nous désirons pouvoir continuer le contact avec la wilaya 3 et aller à Tunis, mettre le GPRA face à ses responsabilités. De Gaulle écoute attentivement. Puis, fidèle à son style, il reste énigmatique. Il était prêt à discuter d'autodétermination. Mais dit-il,
Il faut d'abord mettre fin au combat. Le cessez-le-feu peut être conclu dans des conditions honorables pour chacun. Il autorise Si Salah à rencontrer les chefs des autres wilayas pour les rallier au processus, mais refuse tout déplacement en Tunisie, qui présentait pour les intéressés des dangers évidents. Le général est cependant d'accord pour que soit transmise une lettre destinée à faire pression sur le gouvernement provisoire. Et d'un ton mesuré, il conclut. Dans les prochains jours, j'inviterai officiellement le GPRA à reprendre les pourparlers, afin de mettre fin à la guerre. Un silence s'installe. Les Algériens se regardent. Ils comprennent aussitôt. Si De Gaulle s'adresse directement au GPRA, leur propre initiative perd tout son sens. L'Akhdar, crispé. Si vous prenez attache avec le GPRA, vous n'entendrez plus parler de nous. Si Salah ajoute, gravement. C'est justement là où se situe l'objectif de cette rencontre, général. La fin de la guerre et l'indépendance de l'Algérie. Pourtant, rien de concret ne sort de cette entrevue à l'Élysée. Et 10 jours plus tard, le GPRA informe qu'une délégation menée par son président, Ferhat Abbas, allait rencontrer les représentants français. Désireux de mettre fin au conflit et de régler définitivement le problème, le gouvernement provisoire de la République algérienne décide d'envoyer une délégation présidée par Ferhat Abbas pour rencontrer le général de Gaulle. Manifestement, De Gaulle ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier. Tandis qu'il échangeait avec le représentant de la Wilaya 4, il poursuivait parallèlement ses contacts avec le GPRA. Le 14 juin 1960, il prononça son fameux discours de la marine à voile, appelant les dirigeants de l'insurrection à trouver une fin honorable au combat. Il affirme que Il est tout à fait naturel que l'on ressente la nostalgie de ce qui était l'Empire. Comme on peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme du temps des équipages. Mais quoi? Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. et conclut par un nouvel appel aux insurgés. Au nom de la France, je me tourne vers les dirigeants de l'insurrection. Je leur déclare que nous les attendons ici pour trouver avec eux une fin honorable au combat qui se traîne encore, accompli en union avec la France et dans la coopération des communautés, la transformation de l'Algérie algérienne en un pays prospère et fraternel. Cette année 1960, la situation algérienne est pleine de contradictions. À l'intérieur du pays, les maquis sont à bout de souffle. Mais à l'extérieur, le GPRA a le vent en poupe. Sur la scène internationale, il enchaîne les succès diplomatiques. Des dizaines d'États reconnaissent officiellement le gouvernement provisoire. Et dans les conférences internationales, la France est de plus en plus isolée. Accablée par les accusations de torture, de répression et de crimes de guerre. Le GPRA a su imposer son image, celle d'un gouvernement légitime, capable de parler au nom de tout un peuple, et De Gaulle le sait. Le 26 juin, débutaient à Melun les premiers contacts officiels entre la France et le GPRA. Mais le gouvernement provisoire n'ignorait pas pour autant les tractations de Si Salah. En effet, des membres de l'entourage de De Gaulle, notamment le ministre Michelet, auraient maintenu ses liens secrets avec Belkacem. Cela expliquerait pourquoi, dès le 15 avril, le GPRA envoie le commandant Ben Cherif vers la Wilaya 4, avec pour mission d'enquêter sur place et de prendre les choses en main. Après une première tentative infructueuse pour franchir le barrage algéro-tunisien, le futur chef de la gendarmerie nationale algérienne réussit finalement à passer. Plusieurs mois de marche à travers des zones ravagées par l'offensive Chal furent nécessaires avant qu'il n'atteigne en août le QG de la Wilaya 4. Reste une question. Le GPRA était-il au courant de la rencontre de l'Élysée? Si oui, il n'en tira apparemment aucune conséquence, puisqu'il a accepté peu après de rencontrer officiellement les Français à Melun.
En revanche, à partir de ce moment-là, il était clair pour la direction du FLN que De Gaulle avait choisi son interlocuteur. Ce sera le GPRA et personne d'autre. Le 22 juin, le journal Le Monde publie un communiqué signé du commandement FLN de la Wilaya 4, annonçant l'arrêt des combats à compter du 15 juin. Pour Sissalah, il s'agissait d'appliquer ce qui avait été discuté à l'Élysée, un cessez-le-feu dans la Wilaya 4, comme première étape vers une négociation élargie. Il ignorait que, dans les coulisses, tout était déjà joué. Ces démarches étaient désormais reléguées à un rôle secondaire, et cette trêve ne se concrétisera jamais. Mais l'initiative de Sissalah ne fut pas du goût d'un officier de la Wilaya 4, resté fidèle au GPRA, qui décida d'agir fermement pour faire rentrer les rebelles dans le rang. De retour en Algérie, Sissalah se rend en Kabylie pour tenter d'entraîner la Wilaya 3 dans le processus de paix des Braves. Mohandoul Hadj, initialement intéressé du projet, se montre plus prudent, confronté aux réticences de certains de ses subordonnés, et finit par esquiver les propositions de Sissalah. Dans la Wilaya 4 elle-même, l'initiative rencontre une opposition violente, notamment de la part des responsables des régions de Palestro et de Sour El Roslan. Un mouvement de purge fut lancé contre les partisans de la paix des Braves, décimant une nouvelle fois les cadres de la Wilaya 4. En réalité, si l'on suit la chronologie, les purges semblent avoir commencé dès la fin du mois de mai, sous la supervision du commandant Youssef Ratib, adjoint de Si Mohamed. Les services français dressent la liste de 35 exécutions, vraisemblablement faites début juin. Cela peut signifier deux choses. Soit il s'agissait de la continuation d'un processus de purge déjà engagé, soit que Si Mohamed ait déjà joué double jeu et qu'il a prescrit à son adjoint, à l'insu de Sissalah, d'enclencher les purges pendant que ce dernier se trouvait à Paris. Pour sa part, Si Mohamed adopta une posture d'indignation et de palinodie patriotique qui le lavait d'avoir été entraîné dans l'aventure de l'Élysée. Dès le départ, il avait le sentiment d'avoir été doublé par le comité de la Wilaya, qui avait agi sans lui demander son avis, associé à cette aventure à la dernière minute, et fut particulièrement irrité par la lettre publiée dans Le Monde. Si Mohamed, qui avait emboîté le pas de Sissalah avec réticence, sent, au lendemain de l'entrevue avec De Gaulle, que l'affaire tourne court. Ainsi, en défendant sa fidélité au GPRA et en se distançant de la démarche élyséenne, le commandant devint progressivement l'homme de confiance de la direction dans la Wilaya 4, consolidant ainsi son autorité. Les choses s'accélèrent. Le 14 juillet 1960, Si Mohamed procède à un véritable coup d'État interne. Le comité de la Wilaya 4 fut dissous et remplacé par un comité militaire, dirigé par lui-même. Le comité militaire engagea les soldats et les officiers à une vigilance maximale pour enrayer la trahison. La purge reprend de plus belle contre les partisans de la paix des Braves. Le 22 juillet, Si Mohamed exécute l'Akhdar de retour d'une visite chez le Kadim Maziri. Peu après, revenu de Kabylie, Sissalah est mis en état d'arrestation et maintenu sous surveillance au sein de sa wilaya. Bref, le commandant Si Mohamed remet rapidement de l'ordre dans la Wilaya 4, au prix de purges supplémentaires que coiffa notamment son adjoint Khatib. Arrivé à point nommé en Wilaya 4, Ben Cherif renforça Si Mohamed dans sa détermination. Le 11 août, il fait exécuter Abdelatif. Puis, début octobre, Halim passe devant un tribunal militaire présidé par le capitaine Lies. Ben Cherif joue le procureur et l'avocat, le commandant Si Mohamed. Autant dire que le verdict était connu d'avance. Halim fut condamné à mort et l'exécution suivit aussitôt. Mohandoul Hadj se disculpera en affirmant qu'il avait toujours cherché à contrer les visées criminelles importées depuis la Wilaya 4 vers la 3 et qu'il aurait réussi à détourner de la trahison les gens de la Wilaya 3, séduits par l'aventure de Sissalah. Après la capture de Ben Cherif par l'armée française, antérieurement condamné à mort par la France pour sa désertion, et où il restera en détention jusqu'en 1962, Si Mohamed fut donc le maître du terrain
et réorganisa la Wilaya 4 avec une activité intense et une coopération efficace avec le chef d'état-major. Le colonel Boumedienne, qui aimait l'ordre, la discipline et la rigueur à tous les niveaux de l'armée algérienne, envoie armes et munitions pour soutenir le travail de Si Mohamed. Un an plus tard, Si Salah, convoqué par le GPRA pour être jugé, se rend en Tunisie avec une faible escorte. Il ne l'atteindra jamais. Le 20 juillet 1961, il tombe dans une embuscade tendue par un commandant de chasse de l'armée française dans la région de Bouira. Ses derniers mots seront « De Gaulle nous a trahis. C'est lui le responsable de mon sort. » Quant à Si Mohamed, dernier témoin de l'entrevue avec De Gaulle, il sera cerné par un commando français dans une maison à Blida et tombe en martyr le 8 août 1961. On saura plus tard que l'armée française avait des ordres pour abattre tout spécialement le commandant Si Mohamed. Son compagnon de route, le commandant Khatib, assure la succession de la Wilaya 4 jusqu'à l'indépendance, le 5 juillet 1962. Pour en revenir à l'affaire Si Salah, il semble bien que De Gaulle n'ait jamais réellement envisagé un cessez-le-feu séparé des Wilayas, comme le souhaitaient certains partisans de l'Algérie française. L'entrevue du 10 juin 1960 n'avait sans doute d'autre but que de servir de levier de pression sur le GPRA dans les négociations à venir. Et puis, chez De Gaulle, il y a des principes avec lesquels on ne plaisante pas. Lui qui avait été en 1940 chef de la France libre depuis Londres, contraint de composer avec une résistance intérieure parfois indocile, savait ce que signifiait l'unité d'un mouvement. Le pouvoir légitime, pour lui, ne se partageait pas. Et, à l'été 1960, ce pouvoir légitime, il le voyait déjà du côté du GPRA. Cela ne voulait pas dire pour autant qu'il leur offrait la gestion du pays sur un plateau d'argent. Reconnaître leur légitimité était une chose, mais De Gaulle entendait garder les avantages stratégiques et négocier selon ses conditions. De leur côté, Si Salah et ses partisans voulaient eux aussi un cessez-le-feu, mais ils hésitaient à le décréter sans l'aval des autres dirigeants. Ils étaient conscients qu'un geste isolé risquait de briser l'unité du front. Le GPRA, lui, avait senti passer le vent du boulet. Pendant un temps, il avait redouté que la menace d'une paix séparée ne se concrétise vraiment, mais la rapidité avec laquelle la Wilaya 4 fut reprise en main le rassura et le renforça même face à la France. Malgré l'échec de Melun à l'été 1960, le FLN savait qu'il était désormais de fait l'interlocuteur unique de De Gaulle. Les menaces de négocier avec d'autres tendances, les messalistes ou d'hypothétiques modérés, n'étaient que des écrans de fumée, et les discours extrémistes de la direction du FLN à l'époque relevaient de la stratégie de communication, pas de la conviction. C'était une manière de faire monter les enchères, pas de changer de cap. Mais cette affaire Si Salah n'a pas seulement ébranlé le Front de Libération Nationale. Elle a aussi laissé des traces profondes dans les rangs de l'armée française. Certains généraux, furieux de voir De Gaulle refuser la reddition des combattants de l'intérieur, l'accusent d'avoir trahi les soldats français après avoir mené 6 années de combat depuis le début de la guerre d'Algérie. Ils voyaient dans son choix du GPRA un abandon pur et simple de l'Algérie française. Une capitulation politique déguisée vers son projet d'Algérie algérienne, ce qu'ils ne peuvent accepter. Et dans leur rancune se trouvent peut-être les premières braises du putsch d'avril 1961, le fameux putsch des généraux, conduit par 4 hommes, Edmond Jouot, Raoul Salan, André Zeller et un général que l'on connaît bien, Maurice Schall. Mais ceci est une autre affaire.